Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau reportage. Après les royalistes, les druides, on s'intéresse aujourd'hui aux francs-maçons. Qui sont les francs-maçons? Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va aller au Grand Orient de France. C'est en fait l'organisation la plus importante aujourd'hui de francs-maçons. Et donc, pour commencer, on s'est dit que ce serait assez intéressant de rencontrer des gens là dans la rue par pur hasard, de les voir et de leur demander pour eux qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Les médias en parlent beaucoup, l'Express, Le Point, etc. régulièrement font leur une sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un sujet qui fascine. Et donc on va essayer de se pencher vraiment sur le sujet, de voir concrètement ce qu'il y a derrière. Mais pour commencer, du coup, on va voir des gens et leur demander ce qu'ils pensent des francs-maçons. Il fait beaucoup trop chaud et j'ai perdu mon éventail. Si je vous dis franc-maçon ou franc-maçonnerie, qu'est-ce que ça vous évoque? Antichrist et complot. Ça m'évoque les Illuminati, mais à part ça... Les Illuminati? Ok. Ça m'évoque une société secrète. Un peu une secte. Ouais. Une fratrie, enfin genre plein de personnes qui vont être sur la même longueur d'onde sur plusieurs niveaux. Disons qu'ils sont bien entre eux parce qu'ils pensent les mêmes choses. C'est des gens qui gouvernent le monde. Ok. Tout simplement. Ouais. La théorie du complot, Ouais. tout ce délire. C'est quoi leur objectif en fait? J'en ai aucune idée. J'en sais rien du tout. Très honnêtement. C'est pas clair. Je sais pas. Mais t'en as entendu parler des fois? Ok. Je pense que l'objectif c'est faire des guerres pour pouvoir contrôler une partie du territoire. Tout ce qui est caché, qui n'est pas dévoilé, je pense que c'est pas très bon. Ouais. Ils ont un modèle de pensée qui va vers l'humain et son progrès social, il me semble. Je pense tout simplement que c'est servir le malin. Ce serait plutôt vers le public qui devrait aller que vers les gens du pouvoir. J'ai l'impression qu'ils défendent plus leur statut à eux, une genre d'élite. Je crois qu'ils sont à la recherche de Dieu aussi et du vivre mieux. C'est quand même des milieux très argentés aussi, ils défendent leur patrimoine. Tu penses que c'est un impact positif ou négatif sur la société? Négatif? Ouais. Je sais que dans le temps, on faisait des sacrifices humains. La franc-maçonnerie pratique. Voilà. Des sacrifices humains? Ouais. Ok. Vous aimeriez être franc-maçonne? Non. Pourquoi? Non, parce que c'est directement on s'étiquette et on se retrouve dans un truc, je vais être franc-maçonne ou je vais être ceci, donc non, déjà non. On le devient pas. Okay. On l'est ou on l'est pas, c'est héréditaire, c'est pour ça que ça se fait pas. Ok. Si on pratique les sacrifices humains, vraiment, je n'aurais pas envie d'être dans ce milieu. J'en ai connu un, c'est un mec très sympa. Merci beaucoup madame. Merci, Bonne au journée. revoir. Portez-vous Merci beaucoup. bien. Bon, les retours étaient assez intéressants. Bon, il n'y a pas de grosse surprise sur les retours des gens. Le côté en apparence secret des francs-maçons, c'est ce qui fait peur. Il y a pas mal de gens qui pensent effectivement sur une organisation qui veut contrôler le monde. Et c'est un retour qui revient assez souvent. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui disent au contraire que c'est une organisation qui permet d'échanger, d'avoir des débats d'idées, etc. Et donc au final, c'est pas si mal que ça. Donc c'est un peu les retours qui sont le plus ressortis. On va aller voir du coup le Grand Orient de France et répondre à toutes ces questions. La maçonnerie, ça existe depuis un peu plus de 300 ans. Ce sont des hommes et des femmes qui, à un moment de leur vie, ont souhaité avoir une réflexion un peu plus poussée sur leur vie personnelle, sur le monde qui les entoure et à chercher à améliorer un peu l'homme et la société. Donc là, on est dans un temple. C'est ça, on est rue Cadet, donc au siège du Grand Orient de France, et on est dans un des temples qu'il y a ici. Et toi, tu es franc-maçon? Ouais. Et tu es maître? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit t'appeler? Comment ça se... Quand je suis donc ce qu'on appelle en tenue, c'est-à-dire nos réunions 2 fois par mois, là je suis considéré comme maître. Mais le reste du temps, je suis moi, j'ai pas de grade, j'ai pas de degré. Et t'as quel âge si c'est pas indiscret pour... J'ai 26 ans. Ok. On peut rentrer en fait en maçonnerie dès 18 ans. C'est la seule condition. En franc-maçonnerie, c'est ça la particularité, dans les loges on trouve de tout. On trouve, en fonction des régions bien sûr, des agriculteurs, des artisans, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des fonctionnaires, de tout. Bonjour Marie, merci beaucoup de nous recevoir ici. Comment est-ce que je dois te présenter? Comme Marie, c'est le plus simple, c'est mon prénom. Déjà. Et parfois, quand je suis en tenue, également le soir, donc dans l'obédience au Grand Orient de France, je suis également franc-maçon. Le titre n'est pas féminisé au Grand Orient de France. Ok.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes au sein des francs-maçons? Est-ce que c'est le cas depuis longtemps que des femmes peuvent être francs-maçons? Et comment tu vois cette question-là? Au Grand Orient de France, ça fait à peu près 10 ans, j'ai pas la date exacte en tête. Que des femmes peuvent être également au Grand Orient de France, mais elles peuvent l'être également dans d'autres obédiences, soit complètement féminines, soit mixtes. On est plusieurs et progressivement, il y en a chaque année dans les candidatures. Donc je suis pas toute seule. D'accord. En fait, la franc-maçonnerie, c'est globalement un conte. C'est un conte pour adultes. Alors le conte, c'est de se dire qu'on est un peu comme des francs-maçons, des gens avec un maillet, avec un ciseau, donc c'est le petit outil sur lequel on tape pour tailler la pierre. Et puis on va voir en fait qu'au début, quand on rentre en maçonnerie, on est un peu comme ça. C'est-à-dire on est un peu comme une pierre brute, une pierre qui a encore plein d'aspérités, plein de défauts. Et puis progressivement, en taillant sur sa pierre, c'est-à-dire en travaillant sur soi, eh ben, on va peut-être devenir une pierre un peu plus lisse, un peu plus taillée. Et l'objectif, c'est simplement de chercher la perfectibilité, donc l'idée de s'améliorer en permanence et de se dire qu'on peut toujours faire mieux. Du coup, vous le voyez ici, on est actuellement dans un temple. Certains sont très modernes, d'autres sont plus anciens. Celui-ci, c'est un des plus anciens. Mais comme vous le voyez, on retrouve à chaque fois les mêmes symboles, les mêmes éléments. L'œil par ici, le ciel étoilé toujours qui est présent. Bref, plein de symboles qu'on retrouve dans les loges modernes, comme des loges un peu plus anciennes comme celle-ci. Il y a les triangles aussi, comme symbole. Oui. Cet œil dans le triangle, que vous trouvez sur le billet d'$1 en haut d'une pyramide, vous le trouvez aussi dans un certain nombre d'églises. Nous avons abandonné depuis très longtemps toute référence à un grand architecte de l'univers ou tout autre être. Chacun y voit ce qu'il veut. Pour certaines personnes, ça peut être Dieu. Mais alors, son Dieu à soi, le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs, ou un autre, ou ça peut être juste une idée. Moi, je crois qu'il n'y a pas de Dieu, et bien, quand je vois ça, pour moi, c'est un symbole de connaissance. Je me dis juste qu'il faut avoir l'œil ouvert en permanence, et donc tout regarder, tout voir, tout prendre en compte, donc la connaissance en tant que telle. Et bien, je me dis que quand je suis ici, c'est la démarche que je dois avoir. On peut être chrétien, qu'on peut être musulman, qu'on peut être juif, qu'on peut être athée et être franc-maçon. Totalement. Pourquoi un ciel comme ça? Parce qu'en fait, le temple où on est, il n'est pas fini. Donc, on a vue sur le ciel, parce qu'il n'y a pas encore de toit. Les valeurs qu'on défend, elles ne sont jamais complètement défendues. Je ne suis pas sûr qu'on soit pleinement dans un pays où la liberté soit complètement acquise, où l'égalité soit complètement, je pense que c'est encore pire pour celle-ci, et la fraternité malheureusement encore moins. Et donc si c'est pas fini, c'est que c'est à nous de le finir. Je connaissais aucun franc-maçon. Sur le site, il y a un onglet. J'ai cliqué sur l'onglet, on demande un CV, une lettre de motivation. J'ai juste dit que je pensais vouloir travailler sur moi, que j'avais pas envie de m'engager dans un parti politique, que je croyais pas en une force supérieure. Il y a 3 personnes de l'atelier, donc de la loge, qui vont nous demander un petit peu ce qu'on pense sur plein de sujets. Simplement pour savoir si on n'est pas un royaliste ou quelqu'un d'extrême droite infiltré. Prochaine étape, c'est quoi? Il y a un passage sous le bandeau. Vous aurez les yeux bandés. D'accord. Et puis, on va vous poser des questions. Puis à la fin, les gens vont voter pour ou contre. Et les yeux bandés, c'est pour qu'on puisse pas voir l'intérieur de... C'est pour 2 choses. Si on fait venir quelqu'un qui est un extrémiste et puis qui voit tous les membres de l'atelier, il va pouvoir dénoncer derrière qui est qui. Ça, c'est historique. L'idée derrière, c'est surtout de se bander les yeux. C'est de devenir aveugle. De devenir aveugle à soi-même et puis aux autres, pour se concentrer uniquement sur ce qu'on dit. On n'est pas attiré par le regard, par les lumières, par les visages des gens. On ne voit rien et on ne peut simplement que se concentrer sur ce qu'on va dire. Ensuite, les gens votent. Et puis, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, le temps et la patience, la tempérance sont vraiment des vertus fondamentales pour un franc-maçon puis pour la franc-maçonnerie. Et donc l'idée derrière, c'est d'être initié. On va vous faire vivre, entre guillemets, une expérience personnelle. On ne le dit pas parce que si vous le savez d'avance, vous allez perdre en fait cet aspect découverte. Un principe hyper important en franc-maçonnerie, c'est qu'on n'a jamais le droit de se couper la parole. Quelqu'un qui prend la parole, on l'écoute du début à la fin. On ne l'interrompt jamais. C'est fondamental. Et ce qui permet ça, c'est ce qu'on appelle la triangulation de la parole. Donc, si on est là,
On va demander la parole, et puis c'est la personne qui est là-bas qui va demander à la personne qui est là. Et la personne qui est là va dire oui, et donc la personne qui est là-bas va nous donner la parole. On est toujours soumis à la volonté des autres et de ceux qui ont été élus. Le principe électif, démocratique, c'est essentiel. Tous les gens qui ont les postes dont on parle là sont des gens qui sont choisis chaque année et en qui on a confiance. Quand tu dis potentiellement à des amis ou à des proches que tu es franc-maçon, comment ils voient tout ça? Certains connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, c'est plus de la méconnaissance qu'autre chose. Est-ce que c'est une organisation qui est une organisation secrète? Alors la franc-maçonnerie, elle n'est pas secrète, elle est discrète. Il ne se passe chez nous ni messe noire, ni complot, ni quoi que ce soit. C'est pas une secte parce que justement c'est difficile d'y rentrer. Et par contre pour en sortir, moi si demain je veux en sortir, je fais une lettre et c'est fini. Nous gérons notre obédience, nous restons sur nos principes et nos idées. L'antimaçonnisme, c'est du bullshit, quoi. C'est pas pour nous, quoi. Il n'y a pas de secret. Le seul secret globalement en maçonnerie, c'est simplement de ne pas dire qui est franc-maçon à cause de toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Nous voici bien installés dans un parc pour une dernière petite séquence avec Denis Lefebvre. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de la franc-maçonnerie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, quand même on peut le dire, sur la franc-maçonnerie. Et donc, c'est un sujet a priori que vous maîtrisez assez bien, que vous essayez de maîtriser. Beaucoup de temps. On a pu discuter au début de ce reportage avec des gens dans la rue de la franc-maçonnerie. Il y a eu des retours positifs sur la franc-maçonnerie et il y a eu aussi pas mal de retours plus négatifs qui doutaient un peu de ce qu'il y avait derrière la franc-maçonnerie. Comment expliquer une telle défiance et un tel rejet? Sur l'hostilité, c'est que je pense que les gens, beaucoup de personnes ont une approche autour de cette notion de club, d'association fermée, discrète. De là à dire qu'elle est secrète et que dans cette association secrète, on manipule le monde. Et je pense que c'est une notion qui est apparue dès le 18e, surtout le 19e siècle, cette notion du complot maçonnique, ces gens qui, dans l'ombre, sont des acteurs économiques, politiques, sociaux, et manipulent au service de leurs objectifs qui sont de contrôler le monde. Et ça, les gens sont assez inquiets. Alors, mais comment l'expliquer qu'ils soient aussi inquiets? Mais parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et comme les maçons sont, non pas secrets, mais discrets, ne dévoilent pas l'essentiel de ce qu'ils ne dévoilent pas ce qu'ils font en loge. Il y a un fort courant anti-maçonnique qui est présent dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide aperçu historique, ça peut être compliqué, mais de la franc-maçonnerie en France? Je pense que la franc-maçonnerie est apparue sous la forme que nous connaissons aujourd'hui en France au XVIIIe siècle, pour justement lutter pour un certain nombre de choses qui sont, par exemple pour le XVIIIe siècle, la démocratie, la liberté d'expression, etc. Et les maçons étaient très souvent pourchassés, ce qui les a amenés aussi à être, entre guillemets, discrets. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Pour info, le Grand Orient de France a refusé qu'on assiste à la tenue d'une loge. Du coup, impossible de savoir dans le détail le contenu des discussions, à moins d'être franc-maçon. Et d'ailleurs, c'est toute la difficulté autour de ce sujet. La plupart des personnes qui pourront nous parler en profondeur de la franc-maçonnerie sont ou ont été maçons. Ici, j'ai essayé de vous montrer le mieux possible ce qu'ils ont accepté de nous montrer, mais évidemment, il y a des choses qui restent secrètes, comme les métiers ou les classes sociales les plus représentées, le profil des gens, ou alors le contenu exact de leurs propos lorsqu'ils sont réunis entre eux. En tout cas, j'espère que ce reportage vous aura plu. On tourne des reportages chaque semaine en ce moment sur des sujets politiques, sur des sujets insolites en France et à l'étranger. Ils vont arriver progressivement sur la chaîne, donc pensez à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. D'ailleurs, une petite fiche s'affiche en haut à droite si jamais vous voulez découvrir tous les reportages qu'on a déjà publiés. Dans la description, je vous mets des liens si jamais vous voulez en savoir plus. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.